Un juge arrogant ordonne l'incarcération du millionnaire, puis une pauvre petite fille déclare « Relâchez mon papa et je vous ferai marcher ». Le tribunal éclata de rire jusqu'à ce que le juge sente ses jambes. Avant de commencer, je suis curieux. Quelle heure est-il chez vous, jour ou nuit? Je suis reconnaissant que vous soyez là. Merci d'aimer cette vidéo et de suivre notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires. La grande salle d'audience du palais de justice de Paris se figea dans un silence tendu alors que le juge Henri Michel faisait rouler son fauteuil derrière le banc, ses yeux gris d'acier balayant la foule compacte avec un mépris à peine voilé. 3 années passées dans ce fauteuil roulant n'avaient en rien adouci sa réputation de magistrat le plus sévère de France. Bien au contraire, l'accident qui lui avait ôté l'usage des jambes avait aiguisé sa cruauté. « Faites entrer le prévenu !» aboya-t-il, ajustant sa toque noire avec une précision machinale. Les lourdes portes de chêne s'ouvrirent et Daniel Dupont fut escorté à l'intérieur. Son costume sur mesure, froissé après une nuit en cellule, ne parvenait pas à masquer sa chute. Les charges étaient graves. Détournement de fonds, fraude financière, association de malfaiteurs. La presse l'avait déjà baptisé l'affaire de la décennie. L'empire bâti par Daniel depuis 20 ans s'effondrait. Ses avocats l'entouraient, mais leur visage trahissait le pessimisme. Le juge Michel n'avait jamais montré la moindre clémence envers les délinquants en col blanc, surtout les riches persuadés que l'argent pouvait acheter la justice. « Monsieur Dupont, dit-il d'une voix dégoulinante de mépris, vous êtes accusé d'avoir volé des millions dans les caisses de retraite. Des personnes âgées, des anciens combattants, des enseignants, toutes victimes de votre cupidité. » Daniel se leva, la mâchoire crispée. « Monsieur le juge, je maintiens mon innocence. Ces accusations sont... » « Assez !» l'interrompit Michel. « Gardez cela pour le tribunal, bien que je doute qu'il soit plus impressionné que moi. La détention provisoire est confirmée. Vous attendrez votre procès en prison. » Le marteau allait s'abattre lorsque les portes s'ouvrirent brusquement. Une petite fille, pas plus de 7 ans, courut dans l'allée centrale, ses vieilles baskets crissant sur le parquet ciré. Ses cheveux sombres étaient emmêlés, sa robe d'occasion déchirée à l'ourlet. Les gendarmes de salle voulurent l'intercepter, mais elle esquiva agilement entre les bancs. « Arrêtez !» cria-t-elle, sa voix perçant l'atmosphère solennelle. « Vous ne pouvez pas emmener mon papa !» La salle éclata en murmures confus. Le visage de Daniel pâlit, sa bouche s'ouvrit de stupeur. Il n'avait jamais vu cet enfant de sa vie. Les yeux du juge Michel se plissèrent dangereusement. « Faites sortir cet enfant immédiatement !» ordonna-t-il. Mais Emma Dubois se planta devant le banc, les larmes roulant sur ses joues. « S'il vous plaît, monsieur le juge, dit-elle, sa petite voix tremblante mais déterminée, relâchez mon papa et je vous ferai marcher à nouveau. » Eh bien, le silence qui suivit fut assourdissant. Quelqu'un dans le public rit nerveusement. Un gendarme avança vers Emma, mais elle recula, ses yeux verts, si semblables à ceux de Daniel, flamboyant d'une détermination farouche. « Je le pense vraiment, dit-elle plus fort. Ma maman me l'a dit avant de mourir. Elle a dit que j'avais un don. Elle a dit que quand le moment viendrait, je saurais quoi faire. » Le visage du juge Michel s'empourpra de rage. « Ceci est une salle d'audience, pas un cirque. Gendarme, emmenez-la... » Il s'interrompit soudain, sa main crispée sur l'accoudoir du fauteuil. Le crayon qu'il tenait tomba sur le sol. « Monsieur le juge ?» demanda la greffière, inquiète. Les yeux de Michel s'écarquillèrent, fixés sur ses jambes. Son pied droit, celui qui n'avait pas bougé depuis 3 ans, venait de tressaillir. Toute la salle le vit, le spasme devint un mouvement, ses orteils se fléchirent dans ses chaussures de ville. Une femme dans le public étouffa un cri. La sténotypiste s'arrêta net, ses doigts figés. Daniel chancela, ses avocats le retenant, tandis que ses genoux pliaient. « Qu'avez-vous fait ?» murmura Michel, la voix brisée. Emma essuya ses larmes du revers de la main. « Rien encore, dit-elle simplement, mais je peux faire plus. Relâchez mon papa et je vous montrerai. » Le pied gauche du juge bougea à son tour. Il serra si fort les accoudoirs de son fauteuil que ses jointures blanchirent. Tchécardier, le procureur principal, se leva, livide. « Monsieur le juge, peut-être devrions-nous suspendre... » Non !» La voix de Michel craqua. Il fixait Emma comme si elle était une apparition.
Comment est-ce possible? Emma s'approcha du banc. Ma maman disait, parfois les gens sont brisés d'une façon que les médecins ne voient pas. Elle disait, le corps se souvient comment guérir si quelqu'un lui montre le chemin. Elle tendit sa petite main vers le juge. Mais d'abord, vous devez libérer mon papa. Il ne savait pas pour moi. Maman ne lui a jamais dit. Mais j'ai besoin de lui maintenant. Je n'ai plus personne d'autre. La salle retint son souffle. Daniel trouva enfin sa voix. Monsieur le juge, je ne connais pas cet enfant. C'est forcément une erreur. Aucune erreur, répliqua Emma d'une voix ferme, posant enfin ses yeux sur lui. Sarah Moreau était ma maman. Elle est morte il y a 6 mois d'un cancer. Elle m'a parlé de vous avant de mourir. Elle m'a dit de vous chercher si quelque chose lui arrivait. La révélation frappa la salle comme la foudre. Daniel Dupont fixa la petite fille, affirmant être sa fille, son esprit affolé, remontant 8 ans en arrière. Sarah Moreau, le nom le heurta comme un coup de poing. La brève liaison durant un déplacement professionnel à Lyon, 3 mois de ce qui aurait pu être de l'amour s'il n'avait pas été obsédé par son empire naissant. Elle avait disparu sans explication, sans adieu. Maintenant, il comprenait pourquoi. Sarah est morte. Sa voix sortit étranglée. Emma hocha la tête, le menton tremblant. Elle est tombée malade l'an dernier. Les médecins ont tout essayé. Avant de mourir, elle m'a donné votre photo. Elle m'a dit, si jamais j'avais besoin d'aide, je devais trouver Daniel Dupont à Paris. Le juge Michel demeura figé dans son fauteuil, ses jambes toujours parcourues de mouvements impossibles. Les neurologues avaient été catégoriques. Lésion complète de la moelle épinière, vertèbre T6, aucune chance de récupération. Pourtant, ses orteils bougeaient. C'est hautement irrégulier, finit par dire le procureur général Jacques Wittmann, la voix tremblante. « Monsieur le juge, nous devons... » « silence !» tonna Michel, ses mains tremblaient tandis qu'il fixait ses jambes. « Appelez immédiatement le docteur Rodriguez de la Pitié-Salpêtrière. » Le gendarme porta la main à son téléphone, mais Emma Dubois fit un pas de plus. « Vous n'avez pas besoin d'un médecin, dit-elle d'une voix douce. Vous devez croire. Maman disait que votre blessure n'était pas ce que tout le monde pensait. Elle voyait des choses, elle comprenait des choses. Elle m'a transmis ce don. » La respiration du juge Henri Michel devint haletante. « C'est impossible. L'IRM a montré des lésions, » coupa Emma d'un ton sage au-delà de ses 7 ans. « Mais maman disait, parfois le corps crée sa propre prison, la peur devient paralysie, la culpabilité devient douleur. Vous vous punissez vous-même pour quelque chose. Je le sens. » La salle d'audience était hypnotisée. Daniel Dupont fit un pas hésitant vers l'avant. « Monsieur le juge, j'exige un test ADN si cet enfant et c'est la mienne. » « Elle est aussi la vôtre, » dit Amy simplement. « Maman a tout gardé, vos lettres, la montre que vous lui avez donnée. Tout est dans notre appartement, enfin était. Le propriétaire l'a pris quand nous n'avons plus pu payer après la mort de maman. Où vivais-tu » La voix de Daniel était pressante maintenant. « Ici et là » murmura Emma en baissant les yeux. Le foyer parfois. Madame Chen à l'épicerie me laisse dormir dans l'arrière-boutique quand il fait froid. La rage traversa le visage de Daniel. L'État n'a pas... Je me suis caché, avoua Emma. Maman disait que l'assistance sociale m'éloignerait de ma quête. Elle m'a fait promettre de te trouver d'abord. La jambe gauche du juge Michel eut soudain un spasme. Toute la salle haleta lorsque son genou se plia légèrement. Il regarda Emma avec une expression proche de la terreur. « Qu'es-tu » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. À nouveau, je suis juste une petite fille qui a besoin de son papa, et vous êtes juste un homme qui doit se rappeler comment se pardonner. Maman disait que vous aviez eu un accident de voiture il y a 3 ans, mais ce n'est pas toute la vérité, n'est-ce pas ? Le visage du juge devint livide. Personne ne connaissait les détails de cet accident. Les dossiers mentionnaient une collision seule partant de pluie, mais Emma continua sa voix douce. Il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture. Quelqu'un que vous aimiez, quelqu'un que vous n'avez pas pu sauver. Dans le public, Martha, la secrétaire du juge, se leva, la main sur la bouche. Elle était là ce soir-là, elle savait que c'était l'épouse de Michel qui conduisait. Elle avait eu une crise, sa première et sa dernière. Henri avait tenté de prendre le volant, mais c'était trop tard. Elle était morte sur le coup. Lui avait survécu, paralysé, écrasé par une culpabilité qu'aucune thérapie n'avait pu apaiser. « Comment sais-tu cela ?» chuchota Michel. « Maman savait des choses, » répondit Emma. Elle disait que la guérison commence avec la vérité. Vous êtes resté dans
dans ce fauteuil non pas parce que votre colonne ne fonctionnait plus, mais parce que vous ne vous êtes jamais pardonné d'avoir survécu. Les jambes du juge bougèrent à nouveau, cette fois plus nettement. Ses pieds s'aplatirent sur les repose-pieds, ses muscles se contractant. Le procureur Jacques Wittmann recula, blême. « Monsieur le juge, ceci est... » « Taisez-vous, Wittmann !» rugit Michel. Il fixait Emma avec des yeux neufs. « Quel est le prix de ton don, enfant ?» Emma sourit tristement, d'une sagesse étrange pour son âge. « Tout a un prix, maman a payé le sien. Elle aurait pu se sauver, mais elle a choisi d'aider les autres. C'est pour ça qu'elle est tombée malade. Elle a pris trop de noirceur, de trop de personnes. » Daniel avança vers Emma, ses avocats tentant de le retenir. « Si elle est ma fille, un test ADN le confirmera, » dit Emma. « Mais tu le sais déjà, n'est-ce pas ? Tu le sens ? Comme le juge sent ses jambes, la vérité n'a pas besoin de preuves. Elle a seulement besoin d'être acceptée. » La main droite du juge Michel se posa sur sa cuisse. Ses yeux s'écarquillèrent. Je sens vraiment ma main sur ma jambe. La salle explosa. Les journalistes présents tapaient frénétiquement. Les dessinateurs de presse griffonnaient à toute vitesse. C'était au-delà de tout procès qu'ils avaient couvert. Dans l'heure, la professeure Patricia Rodriguez de la Pitié-Salpêtrière arriva, son équipe médicale envahissant la salle avec du matériel. L'audience avait été officiellement suspendue, mais personne ne quitta les lieux. La galerie était bondée, chacun attendant de voir si l'impossible se produisait vraiment. Le juge Michel resta dans son fauteuil, tandis que le docteur Rodriguez procédait à son premier examen. Son visage passait de l'incrédulité à la confusion, puis à l'émerveillement. « Henri !» dit-elle doucement. « Vos réflexes répondent. Ce n'est pas possible. Les dégâts à votre moelle. » « Vérifiez encore, » dit Michel, ses yeux rivés sur Emma. La petite fille était maintenant assise à côté de Daniel, sa petite main dans la sienne. Le test ADN avait été ordonné en urgence, mais en les regardant côte à côte, la ressemblance sautait aux yeux, les mêmes yeux verts, le même menton obstiné, la même façon d'incliner la tête en réfléchissant. « Parle-moi de Sarah, » dit Daniel d'une voix basse. Le visage d'Emma s'illumina malgré ses larmes. C'était la meilleure maman. Elle travaillait à l'hôpital, au service pédiatrique. C'est là qu'elle a découvert son don. Elle pouvait toucher les enfants malades et savoir des choses. Parfois, elle pouvait les aider quand les médecins ne le pouvaient pas. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de toi ? La voix de Daniel portait 8 années d'occasions manquées. Elle disait que tu avais un travail important. Elle voyait ton avenir, toutes les personnes que tu aiderais, toutes les entreprises que tu bâtirais. Elle disait que si tu savais pour moi, tu abandonnerais tout et que le monde avait besoin de ce que tu créais. Bi. Emma marqua une pause, mais elle s'est trompée, n'est-ce pas ? Parce que maintenant tu es en difficulté. Pendant ce temps, le procureur Wittmann consultait son téléphone, recherchant frénétiquement. « Monsieur le juge !» interrompit-il. « J'ai trouvé des dossiers sur Sarah Moreau. Elle était infirmière en pédiatrie à l'hôpital Necker-Enfants malade. Elle était remarquable. Des dizaines de familles lui attribuent des guérisons miraculeuses. Le conseil médical l'a enquêté 3 fois, mais n'a jamais pu expliquer son taux de réussite. » Le juge Michel transpirait alors que la docteure Rodriguez poursuivait ses tests. Ses jambes bougeaient de plus en plus souvent, chaque mouvement plus fort que le précédent. Les nerfs réagissent. Mais Henri, c'est médicalement impossible. Les nerfs sectionnés ils n'ont jamais été sectionnés, dit doucement Emma. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Votre corps s'est éteint pour vous protéger de la douleur, » dit Emma doucement. « Pas la douleur physique, la douleur émotionnelle. Chaque pas vous aurait rappelé qu'elle ne pouvait plus en faire, alors vous avez cessé de marcher. » Le visage du juge Henri Michel se brisa. Pour la première fois en 3 ans, l'homme le plus dur du palais de justice parut humain, vulnérable, brisé. « Marguerite, » murmura-t-il le prénom de son épouse. « J'aurais dû conduire ce soir-là, j'aurais dû insister. » « Elle ne vous aurait jamais laissé faire, » répondit Emma doucement. « Je peux la voir, un peu. Elle attend que vous vous pardonniez. Elle dit qu'elle ne vous reproche rien. Elle dit... » Emma pencha la tête comme si elle écoutait. Elle dit « Arrête d'être si têtu et lève-toi de ce fauteuil. Elle a encore des projets pour toi et ils n'impliquent pas de roue. » Un sanglot échappa à la gorge de Michel. La salle entière regardait sidérée. Le juge le plus implacable de France s'effondrait en larmes. Daniel serra plus fort la main d'Emma. « Depuis quand peux-tu
Faire ça? Depuis que maman est tombée malade, répondit Emma. Elle disait, quand un don s'éteint, il cherche un nouveau foyer. Elle m'a choisi pour le porter, mais parfois ça fait mal. Quand j'aide quelqu'un, je ressens tout ce qu'il ressent. C'est trop lourd pour un enfant, s'exclama Daniel, son instinct paternel soudain féroce. Quelqu'un doit le faire, et dit Emma simplement. Il y a tant de douleurs dans le monde. Maman disait qu'on ne peut pas tout guérir, mais qu'on peut guérir ce qui est juste devant nous. C'est pour ça que je suis ici. Le juge n'est pas le seul qui a besoin de guérison. Elle regarda Daniel droit dans les yeux. Toi aussi, tu fuis quelque chose, c'est pour ça qu'ils ont pu t'accuser. Tu étais distrait, négligent, tu avais cessé de te protéger parce que tu pensais ne pas le mériter. Le procureur Jacques Wittmann s'avança. Monsieur le juge, peu importe ce que ceci est, nous avons un procès à conduire. Monsieur Dupont est accusé de crimes graves, des crimes qu'il n'a pas commis, répondit Emma fermement. Mais vous le savez, n'est-ce pas, monsieur le procureur? Vous savez qui a réellement pris cet argent, vous le savez depuis le début. La salle se glaça, le visage de Wittmann devint écarlate. « C'est une accusation grave, enfant. »« Ce n'est pas une accusation, dit Emma. C'est la vérité, vous avez peur. Quelqu'un a menacé votre famille. Votre fille, elle est malade, n'est-ce pas? La leucémie. Et ils ont promis de payer son traitement si vous vous assuriez que Daniel Dupont irait en prison. » Wittmann chancela en arrière. « Comment pouvez-vous... » « De la même façon que je sais que le juge peut marcher, dit Emma, de la même façon que je sais que mon papa a été piégé. La vérité laisse des marques sur les gens, les mensonges aussi, et vous, monsieur Wittmann, vous êtes couvert des deux. La révélation fit l'effet d'une bombe. Les gendarmes fermèrent les issues alors que le visage du procureur s'effondrait. Sa façade soigneusement construite se désintégrait. Ils ont dit qu'il la tuerait, souffla-t-il en s'affaissant sur un banc. Ma petite Ashley, elle n'a que 9 ans. Les traitements ont englouti tout ce que nous avions et bien plus. Quand ils m'ont approché, j'ai dit non. Puis Ashley a rechuté et l'assurance a refusé le protocole expérimental. 800 000 €. Où pouvais-je trouver ça? Le juge Michel, toujours dans son fauteuil, mais les jambes de plus en plus mobiles, se pencha en avant. Qui, Jacques? Qui est derrière ça? Carlier... Vincent Carlier, halta Wittmann, le nom tombant comme une pierre dans l'eau. Le visage de Daniel s'assombrit. Vincent Carlier, son ancien associé, l'homme à qui il avait fait confiance avant de découvrir des détournements 5 ans plus tôt. Daniel avait choisi de ne pas porter plainte pour éviter le scandale, une clémence qui semblait aujourd'hui insensée. Carlier prépare cela depuis des années, continua Wittmann, les larmes coulant. Il détient les vrais comptes, les preuves de ses propres crimes. Il les a maquillés pour incriminer Daniel. J'en ai gardé des copies, au cas où. Emma s'approcha lentement de Wittmann. « Ta fille ne sait rien, n'est-ce pas? Elle croit que son papa est un héros. Et tu l'es. Mais les héros font parfois des erreurs quand ils ont peur. » Elle posa sa main sur la sienne. « Ashley ira bien, je le sens. Le traitement fonctionne. Mais ton mensonge te tue plus vite que le cancer ne la tue, elle. » La docteure Patricia Rodriguez interrompit, la voix tremblante. « Monsieur le juge, vous devez voir ceci. » Elle tenait sa tablette, affichant en direct les images de l'IRM portative. « Votre moelle épinière, il n'y a aucun dommage, il n'y en a jamais eu. Je compare avec les scans originaux d'il y a 3 ans. Quelqu'un les a falsifiés. Le monde de Michel vacilla. C'est impossible, le docteur Morrison l'avait confirmé. » « Le docteur Morrison est mort il y a 2 ans. » répondit Rodriguez sombrement. « Officiellement, un suicide. Mais maintenant, je me demande, Henri, vous avez été victime d'une machination. Quelqu'un vous voulait dans ce fauteuil, quelqu'un vous voulait brisé, en colère, manipulable. » Emma hocha tristement la tête. « Le même qui a menacé la fille de monsieur Wittmann, le même qui a piégé mon papa, monsieur Carlier ne voulait pas seulement se venger, il voulait posséder le système judiciaire, un juge brisé, un procureur désespéré et un innocent en prison. Tous les éléments pour contrôler la justice à Paris. » Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent avec fracas. Des agents fédéraux, l'OCRGDF, Office central de lutte contre la grande délinquance financière, envahirent les lieux menés par la commandante Monica Rivière. « Plus personne ne bouge !» cria-t-elle. « Cette salle est désormais sous juridiction fédérale. Nous surveillons Vincent Carlier depuis 18 mois. Nous savions qu'il avait des complicités dans le système, mais nous ignorions qui. » Elle regarda Emma avec une sorte de respect émerveillé. « Nous ne pensions pas que notre percée viendrait d'une petite fille de 7 ans. »
Daniel se plaça instinctivement devant Emma. Elle a déjà assez souffert. Calmez-vous, monsieur Dupont, nous sommes ici pour aider. Whitman, vous allez tout nous dire. En échange, nous garantirons la poursuite du traitement de votre fille et vous bénéficierez du programme de protection des témoins. Le juge Henri Michel agrippa soudain les accoudoirs de son fauteuil. « Je veux essayer », dit-il d'une voix rauque. « Si tout n'a été qu'un mensonge, si je peux vraiment… » La professeure Rodriguez voulut l'arrêter, mais Emma leva la main. « Laissez-le », dit-elle doucement. « Il doit le faire lui-même. La guérison n'est pas seulement dans les jambes, elle est dans le choix de se lever. » La salle entière retint son souffle tandis que le juge, après 3 années de fauteuil, se hissa lentement. Ses jambes tremblaient, muscles atrophiés par l'inactivité, mais elle répondait. Il fit un pas hésitant, puis un autre. Martha, sa secrétaire, se précipita pour le soutenir, les larmes coulant sur son visage. « Tu marches !» souffla-t-elle. « Henri, tu marches vraiment !» Il fit un pas de plus assuré cette fois. « Carlier, dit-il, sa voix gagnant en force à chaque mot. Il avait quelqu'un à l'hôpital la nuit de l'accident. Ils m'ont injecté quelque chose, des drogues. Je me souviens d'avoir été confus, incapable de bouger. Je croyais que c'était le traumatisme. » L'agente Monica Rivière notait frénétiquement « Nous aurons besoin d'analyses complètes, de témoignages, de tout. Le réseau de Carlier est plus vaste que nous l'imaginions. » Soudain, Emma chancela, son visage pâle. Daniel la rattrapa, la prenant dans ses bras. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Fatiguée ?» murmura-t-elle contre son épaule. « Aidez, ça fait mal. Maman disait que prendre la douleur des autres, ça reste un peu en moi. »« Tu vas être suivi par des médecins, » dit Daniel fermement. Pas de discussion. Emma esquissa un faible sourire. « D'accord, papa ?» Le mot frappa Daniel comme la foudre. Papa. 8 années de manquer, anniversaire, premier mot, premier pas, 8 années où Sarah avait élevé seule leur fille, dotée d'un fardeau qu'aucun enfant ne devrait porter. 3 heures plus tard, la salle d'audience s'était transformée en centre de commandement improvisé. Des agents de l'OCRGDF interrogeaient les témoins tandis que des équipes médicales prenaient soin du juge Michel et d'Emma. La fillette reposait sur un lit de fortune, une perfusion dans le bras, le visage paisible mais épuisé. Daniel n'avait pas quitté son chevet. Les résultats ADN étaient tombés, 98,97% de correspondance. Elle était bien sa fille. Cet enfant extraordinaire était entré dans le tribunal et avait mis à jour une conspiration armée seulement de la vérité et d'un don impossible. L'agent Rivière s'approcha, une tablette à la main. « Monsieur Dupont, nous nous sommes rendus à l'adresse qu'Emma nous a donnée, l'appartement de Sarah Moreau. Le propriétaire avait effectivement saisi les affaires, mais nous avons tout récupéré. Lettres, photographies, dossiers médicaux documentant les capacités d'Emma. » « Quel genre de documents ?» demanda Daniel, caressant doucement les cheveux d'Emma. « Des témoignages de famille. À l'hôpital, Sarah tenait un registre détaillé chaque fois qu'Emma aidait quelqu'un. Ça a commencé quand elle avait 5 ans. Un garçon paralysé sans explication. Emma l'a touché, il a marché. Une fillette dans le coma. Emma lui a pris la main, elle s'est réveillée. Des dizaines de cas. Sarah essayait de comprendre, de trouver une explication scientifique. » La professeure Rodriguez les rejoignit, l'air troublé. « J'ai examiné Emma. Physiquement, elle est sous-alimentée, mais en bonne santé. Mais ses scanners cérébraux montrent une activité dans des zones que nous considérons habituellement dormantes. C'est comme si elle utilisait des parties du cerveau que les humains n'activent jamais. Est-ce dangereux ?» demanda Daniel d'une voix tranchante. « Je ne sais pas. » Admis Rodriguez, les dossiers médicaux de Sarah suggèrent qu'elle subissait une grande fatigue après avoir aidé ses patients. Son système immunitaire s'est affaibli jusqu'au cancer qui l'a emporté, une forme agressive, inhabituelle, comme si son corps avait épuisé toutes ses défenses. La mâchoire de Daniel se contracta. « Alors, Emma doit arrêter, plus de guérison, plus d'aide. Je ne la perdrai pas. » Les yeux d'Emma papillonnèrent. « Tu ne peux pas m'arrêter, papa, dit-elle faiblement. C'est comme demander à quelqu'un d'arrêter de respirer. Quand je vois la douleur, je dois aider. Maman aussi avait essayé d'arrêter, mais ça l'a rendue encore plus malade. Le don exige d'être utilisé. » Ah ben... De l'autre côté de la salle, le juge Michel faisait quelques pas prudents avec un déambulateur, sa récupération stupéfiant l'équipe médicale.
Chaque pas semblait restaurer non seulement sa mobilité, mais aussi son humanité. Le juge implacable qui avait terrorisé les prévenus avait disparu, remplacé par un homme brisé puis relevé, reconnaissant pour la vérité. Le procureur Wittmann, assis avec les agents fédéraux, donnait un témoignage détaillé sur le réseau de Carlier. Son téléphone vibra, un message de son épouse. Les derniers résultats d'Ashley montraient une amélioration spectaculaire. Temia, le traitement expérimental fonctionnait. Il éclata en sanglots, submergé de soulagement. L'agente Rivière revint précipitamment. « Nous avons localisé Carlier, il est dans sa propriété de Deauville, mais il n'est pas seul, une douzaine d'hommes avec lui. Et Daniel, il a détruit la plupart des preuves. Ce que Wittmann a conservé pourrait être tout ce qu'il nous reste. » « C'est suffisant », déclara le juge Michel, la voix ferme. « Avec le témoignage de Wittmann et ma propre expérience, nous pouvons établir un schéma de conspiration. Mais nous avons besoin de Carlier vivant pour démanteler tout le réseau. » Emma se redressa soudain, le visage alerte malgré l'épuisement. « Il vient ici, dit-elle. Monsieur Carlier, il sait que tout s'écroule. Il veut finir ce qu'il a commencé. » La radio de l'agente Rivière grésilla. Périmètre compromis au palais de justice. Plusieurs véhicules approchent. Équipes tactiques en alerte. Daniel souleva Emma et se dirigea vers les pièces intérieures plus sûres. « Comment as-tu su ?» Emma leva vers lui ses yeux verts, emplis de cette sagesse étrange. « De la même façon que j'ai toujours su. Certaines personnes diffusent leurs intentions comme des ondes radio. Monsieur Carlier est très bruyant, il est en colère, désespéré. Il va essayer de faire taire tous ceux qui connaissent la vérité. » Les lumières s'éteignirent soudain dans le palais de justice. Les projecteurs de secours s'allumèrent, baignant la salle d'une lueur rouge inquiétante. Des coups de feu éclatèrent dans le hall. L'agente Monica Rivière dégaina son arme. « À couvert! Position sécurisée !» Le juge Henri Michel, malgré sa mobilité à peine retrouvée, se déplaça avec une étonnante agilité derrière le banc des juges. « Il y a une salle blindée !» cria-t-il. « Derrière mes bureaux, Marguerite l'avait exigé après les menaces de mort. » Ils se déplacèrent rapidement. Daniel portait Emma. Wittmann soutenait le juge. Les agents couvraient leur retraite. Le vacarme des affrontements se rapprochait. Les hommes de Vincent Carlier étaient entraînés, lourdement armés et désespérés. La salle blindée était exiguë mais sûre. Parois en acier renforcées, système de ventilation indépendant. Lorsque la lourde porte se scella derrière eux, Emma murmura « Ce n'est pas comme ça que ça finit. Monsieur Carlier doit entendre la vérité lui aussi. Tout le monde mérite une chance de choisir autrement. C'est un monstre !» lâcha Wittmann avec amertume. « C'est une personne brisée qui a brisé d'autres personnes », répondit Emma. « Mais même ce qui est brisé peut être réparé, si on le veut. » Dehors, les tirs s'intensifiaient. On entendait la voix de Rivière coordonner la défense par radio. Puis soudain, le silence. Une voix résonna dans le système sonore du palais, celle de Vincent Carlier, glaciale. « Daniel, mon vieil ami, je sais que tu m'entends, tu m'as tout pris il y a 5 ans. Ma réputation, mes affaires, ma famille, ils t'ont tous choisi toi plutôt que moi. Aujourd'hui, je rends l'appareil. » Emma tira doucement sur la manche de Daniel. « Il se ment à lui-même, » chuchota-t-elle. « Tu ne lui as rien pris. Il a tout perdu en volant. Et il le sait, la culpabilité le dévore. » Dans l'abri, Rivière rechargeait ses armes. « Le raid sera là dans 3 minutes. Nous devons juste tenir. » Le juge Michel testa ses jambes, encore instables, mais de plus en plus fortes. « J'ai condamné le fils de Carlier il y a 2 ans, dit-il d'une voix basse. Marcus Carlier, braquage à main armée. Le garçon voulait payer les soins de sa mère après que Vincent les avait abandonnés. J'ai donné la peine maximale, 20 ans. » Les pièces s'emboîtèrent dans l'esprit de Daniel. « Ce n'était jamais seulement contre moi ?»« Non, » confirma Michel. « Il a orchestré mon accident après la condamnation de son fils. Il voulait que je souffre comme Marcus souffrait. Puis il s'est tourné vers toi, l'homme qu'il rendait responsable de sa chute. Wittmann n'était qu'un dommage collatéral. » Emma se redressa soudain, vacillant. « Je dois lui parler. »« Hors de question !» s'exclama Daniel. « Emma, il est dangereux. »« Il est en souffrance, » insista-t-elle. « Tant de souffrance qu'il la répand partout, mais la douleur peut être soignée. Maman m'a appris ça, même la pire douleur. » Le haut-parleur grésilla de nouveau. « J'ai encerclé le bâtiment, Daniel. Sors avec le juge et le procureur. Affronte la justice pour tes crimes et amène la petite fille. Je veux voir la fille de Sarah Moreau. Sarah qui aurait pu sauver ma femme, mais a choisi d'aider des étrangers. »
Le sang de Daniel se glaça. « Ta femme était patiente à l'hôpital Necker », dit Emma d'une voix assurée. « Maman a essayé de l'aider, mais elle a refusé les soins. Elle disait qu'elle ne méritait pas d'être sauvée. Elle savait qui tu étais. La culpabilité l'a tuée plus vite que la maladie. » La rage explosa dans les haut-parleurs. Mensonge, Sarah Moreau l'a laissé mourir. Elle avait un don et l'a gaspillé pour des inconnus alors que ma Catherine souffrait. « Ouvrez la porte », dit Emma d'un ton ferme. « Non !» Daniel l'attrapa par le bras. « Je viens de te retrouver, je ne peux pas te perdre. » Emma leva vers lui des yeux brûlants de la détermination de Sarah. « Tu ne me perdras pas, mais si nous restons cachés, d'autres mourront. Les hommes de Carlier ne veulent pas tous être là. Certains ont juste peur, comme Monsieur Whitman. Ils ont besoin d'une porte de sortie, je peux leur donner. » Le juge Michel se redressa péniblement. « Si elle sort, j'y vais aussi, c'est ma faute en partie. Mes sentences trop dures, mon absence de pitié, j'ai contribué à créer ce monstre. Nous tous !» ajouta Whitman, en choisissant la peur plutôt que la vérité, en acceptant d'être manipulé. L'enfant a raison, se cacher ne résoudra rien. Rivière les regarda comme s'ils étaient fous. Vous voulez sortir face à un terroriste armé? Je veux sortir face à un père brisé qui a perdu son chemin, rectifia Emma. Ce n'est pas pareil. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, Emma appuya sur la commande d'urgence. La porte blindée s'ouvrit dans un sifflement. Elle avança dans le couloir, sa petite silhouette éclairée par la lueur rouge des lampes de secours. Daniel se précipita derrière elle, suivi des autres. « Monsieur Carlier !» appela Emma, sa voix résonnant dans le palais. « Je suis Emma Moreau. Vous vouliez me voir, je suis là. » Des pas lourds résonnèrent. Vincent Carlier apparut, encadré par des hommes armés. Plus petit que dans le souvenir de Daniel, grisonnant, usé par des années de rancune. Ses yeux se fixèrent sur Emma avec une intensité troublante. « La fille de Sarah ?» dit-il. « Tu lui ressembles. Les mêmes yeux maudits qui voient trop. » Elle a essayé de sauver votre femme, répondit Emma simplement, mais votre épouse avait choisi de mourir. Elle ne supportait plus ce que vous étiez devenu, l'argent sale, les menaces, la violence. Elle disait que mourir propre valait mieux que vivre sali. La main armée de Carlier trembla. « Tais-toi ! Ton fils Marcus ne te hait pas !» continua Emma, avançant malgré les tentatives désespérées de Daniel pour la retenir. « Il écrit des lettres que tu n'as jamais lues. Il te pardonne. Il sait que tu étais malade de cupidité, comme sa mère était malade de cancer. » J'ai dit « Taise-toi !» Carlier leva son arme vers elle. Ces hommes échangèrent des regards troublés. Tuer des agents armés était une chose, tuer une enfant en était une autre. Emma ne s'y a pas. « Vous pouvez me tuer, mais ça n'arrêtera pas la douleur. Seul le pardon fait ça. Pardonnez-vous, monsieur Carlier. Votre femme vous a déjà pardonné. Votre fils aussi. Même mon papa vous pardonne. Pas vrai, papa ?» La gorge de Daniel se serra sous la terreur, mais il comprit ce qu'Emma faisait. « Oui !» dit-il d'une voix rauque. « Vincent, je te pardonne pour tout. » La contenance de Carlier se brisa net. Son arme trembla violemment dans sa main. « Tu n'as pas le droit de me pardonner. Tu as tout détruit. » « Non, dit le juge Henri Michel, avançant sur ses jambes vacillantes. Nous sommes tous détruits, nous-mêmes. Moi avec ma dureté, toi avec ta cupidité, Daniel avec son ambition, Whitman avec sa peur, mais cet enfant nous offre mieux, une chance de choisir autrement. » L'arme de Vincent Carlier vacillait tandis que des larmes coulaient sur son visage buriné. Ces hommes échangeaient des regards incertains, baissant légèrement leurs armes. Voir leur chef tout-puissant s'effondrer devant une fillette de 7 ans brisait leur résolution. « Elle ne m'a pas laissé lui dire adieu », murmura Carlier, la voix brisée. « Catherine est morte alors que j'étais en réunion, une réunion pour te détruire, Daniel. J'ai choisi la vengeance plutôt que les derniers instants auprès de ma femme. » Emma fit un pas de plus, sa petite main tendue. Elle t'attendait, je le sens. Elle a attendu jusqu'à être sûre que tu étais trop loin pour revenir. Elle ne voulait pas que tu la voies comme ça. C'était son dernier cadeau, te protéger de ce souvenir. L'arme tomba sur le sol de marbre dans un fracas métallique. Carlier s'effondra à genoux, sanglotant. Ces hommes restèrent figés, ne sachant plus s'ils devaient se battre ou se rendre. L'un après l'autre, ils baissèrent leurs fusils. « Rendez-vous !» balbutia Carlier à ses hommes. « C'est fini !» Tout est fini. Les équipes du raid envahirent le palais, mais l'agente Rivière leva la main pour les retenir.
La scène n'avait pas besoin de sang supplémentaire. Emma s'agenouilla près de Carlier, posant sa petite main sur son épaule. « Votre fils a besoin de son père, dit-elle doucement. Pas du criminel que vous êtes devenu, mais de l'homme que vous étiez. Celui qui lui a appris à faire du vélo, qui lui lisait des histoires le soir. Cet homme est encore là, en vous. » Le juge Michel, s'appuyant lourdement sur son déambulateur, s'approcha lentement. « Vincent, je suis prêt à témoigner sur les circonstances atténuantes. Ton fils Marcus, j'ai eu tort de lui infliger la peine maximale. C'était un jeune homme désespéré qui voulait sauver sa mère. J'ai laissé ma propre douleur fausser mon jugement. » Whitman s'avança à son tour. « Je témoignerai aussi sur les menaces, les pressions. Nous avons tous été victimes de nos choix, mais aussi de circonstances qui nous dépassaient. » Daniel aida Emma à se relever. Elle était pâle, vacillante. « Papa, je dois me reposer, chuchota-t-elle. Aider Monsieur Carlier m'a pris beaucoup, il avait tellement d'ombre. » Alors que Daniel la serrait dans ses bras, l'agent Rivière organisait les arrestations. Carlier se laissa emmener sans résistance, paraissant plus vieux et plus fragile que le monstre qu'il avait voulu incarner. Ces hommes se rendirent également, beaucoup soulagés que tout soit terminé. La professeure Rodriguez se précipita vers Emma, inquiète. « Ses constantes sont faibles. Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement. » Le trajet en ambulance fut flou. Daniel tenait la main d'Emma tandis que les secouristes s'affairaient, sa peau froide et moite. « Reste avec moi, ma petite, » murmura-t-il. « Je viens juste de te trouver. 8 années à rattraper. Ne me laisse pas. » Les yeux d'Emma s'ouvrirent brièvement. « Maman te dit bonjour, » souffla-t-elle. Elle dit qu'elle est fière de toi. Tu vas être un bon papa, différent d'avant. L'argent n'aura plus d'importance. À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Emma fut conduite en soins intensifs. Daniel faisait les 100 pas dans la salle d'attente, repassant en boucle la journée. Le matin, il était un accusé menacé de prison à vie. Maintenant, il était père, veillant sur sa fille dotée d'un don qui l'épuisait jusqu'au danger. Le juge Michel arriva, cette fois volontairement en fauteuil, via ses jambes encore trop faibles. « Comment va-t-elle ?»« Ils ne savent pas, » répondit Daniel d'une voix rauque. Son corps est épuisé comme si elle avait couru 100 marathons, chaque organe est en surmenage. Elle nous a tous sauvés, dit Michel doucement. Cette petite est entrée dans mon tribunal et a défait des années de conspiration avec seulement la vérité et la compassion. Martha, la secrétaire du juge, apparut avec du café et des sandwichs. Les médias sont en folie dehors, toute la France parle d'elle. La fillette miracle guérit un juge paralysé et dévoile la corruption. Ils veulent des déclarations. Ils attendront, répondit Daniel fermement. Emma, d'abord. Les tébiareurs passèrent. Whitman arriva avec sa femme et sa fille, Ashley, en fauteuil roulant mais souriante. « Je voulais la remercier, dit Ashley timidement, la fille qui a aidé mon papa à dire la vérité. » La professeure Rodriguez sortit enfin de la réanimation, l'air grave. « Elle est stable mais faible. Daniel, elle vous demande, mais je dois vous prévenir. Elle parle de choses qu'elle ne devrait pas savoir. » L'histoire médicale d'autres patients, des événements à venir, comme si le processus de guérison avait temporairement amplifié ses capacités. Daniel entra dans la chambre. Emma, minuscule parmi les machines, leva vers lui des yeux lumineux malgré l'épuisement. « Bonjour, papa, dit-elle faiblement. N'aie pas peur, je vais bien, maman me l'a promis. » « Comment peux-tu en être sûr ?» demanda Daniel en prenant sa main entre les siennes. « Quand je suis fatigué, je vois plus clair, comme si les murs entre le passé et l'avenir devenaient fins. Je peux te voir m'apprendre à faire du vélo au printemps prochain. Je peux voir le juge Michel danser au mariage de sa fille. Elle revient d'Europe. Ils vont se réconcilier. Sa fille ne lui a pas parlé depuis 3 ans, dit Daniel surpris. Emma sourit. Elle reviendra demain, elle a vu les infos, elle voit son père marcher à nouveau, mais surtout, elle le voit pleurer. Elle ne l'avait jamais vu pleurer, pas même à la mort de sa mère. Le lendemain matin, le chaos régnait à la Pitié-Salpêtrière. Des camions de télévision encerclaient l'hôpital, les journalistes cherchant à apercevoir la fillette miracle de Paris. Mais dans la chambre d'Emma, il n'y avait que silence, récupération et des visiteurs inattendus. Marcus Carlier se tenait dans l'embrasure de la porte, escorté par des officiers pénitentiaires. Le juge Michel avait organisé une visite exceptionnelle depuis la prison, au titre de compassion. Le jeune homme ne ressemblait en rien à son père, grand, le regard doux, avec le visage bienveillant de sa mère. « Tu as aidé mon père », dit Marcus à Emma, la voix chargée d'émotion. « Les agents m'ont dit qu'il a tout avoué, qu'il assume enfin, j'ai attendu 5 ans pour ça. »
Emma l'observa de ses yeux verts pénétrants. Tu n'as jamais cessé de l'aimer, même quand il t'a abandonné, toi et ta maman. C'est pour ça qu'il n'a jamais pu devenir totalement le monstre qu'il voulait être. Ton amour était comme une chaîne le retenant à son humanité. Marcus s'approcha lentement du lit. Le juge dit qu'il va recommander une réduction de peine pour moi, une libération anticipée avec le temps déjà purgé. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu, je voulais te remercier et te prévenir. Daniel se raidit. La prévenir de quoi? Mon père n'agissait pas seul, expliqua Marcus. Il y a d'autres personnes, puissantes, qui ont profité du système qu'il avait bâti. Elles ne vont pas accepter que tout s'écroule. Ton enfant n'est pas en sécurité. Avant que Daniel ne réponde, Emma parla d'une voix calme. Monsieur Richardson du Sénat, Madame Chen de la commission bancaire, pas la gentille Madame Chen de l'épicerie, une autre, l'assistante du docteur Morrison, celle qui a falsifié les dossiers médicaux. Ils ont tous peur maintenant, et la peur rend dangereux. L'agent Rivière apparut dans l'encadrement de la porte, ayant tout entendu. Nous agissons déjà sur ces noms. Mais Emma, comment savais-tu? Quand j'ai touché Monsieur Carlier, j'ai vu ses souvenirs, dit Emma simplement. Tous ceux qu'il avait payés, tous ses secrets. C'était douloureux de voir tant d'ombres. Mais maintenant, vous pouvez les arrêter. La professeure Rodriguez entra avec des résultats d'analyse, l'air préoccupé. Son sang est étrange, son taux de globules blancs est élevé, mais pas comme pour une infection. C'est comme si son système immunitaire était hyperactif, luttant contre quelque chose d'invisible, ou plutôt contre les effets de son don. Comme maman, dit Emma à voix basse, le don a un prix. Chaque guérison laisse une marque sur celui qui guérit. Maman connaissait le prix, mais elle l'a payé quand même. Elle disait que certains prix valaient d'être payés. La mâchoire de Daniel se crispa. Pas ce prix-là, pas la vie de ma fille. Il doit exister un autre moyen. Un coup frappé à la porte les interrompit. Une femme entra, la quarantaine élégante malgré des yeux rougis de larmes. Elle ressemblait à une version féminine plus âgée du juge Michel. « Papa » dit-elle d'une voix hésitante. Michel se leva de son fauteuil de visiteur, ses jambes tremblantes mais solides. « Rebecca, tu es venue ?» J'ai vu les infos, dit Rebecca en pleurant. Je t'ai vu marcher, je t'ai vu pleurer. J'ai revu le père que je connaissais avant la mort de maman. Ils s'étreignirent, 23 années de douleur se dissipèrent en un instant. Emma sourit faiblement depuis son lit. Tu vois, l'avenir que j'avais vu est déjà en train de se réaliser. Au fil des jours suivants, Emma retrouva des forces. L'attention médiatique s'intensifia, certains la qualifiant de miraculeuse, d'autres de fraude. Des groupes religieux se rassemblèrent devant l'hôpital. Certains la disaient bénie, d'autres dangereuse. Daniel engagea des gardes et les installa dans une maison sécurisée. Mais Emma semblait indifférente au chaos. Ils ont juste peur, dit-elle un soir. Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas, mais je ne peux pas guérir la peur. Les gens doivent choisir de la laisser partir. Le 5e jour, le procureur Whitman revint avec sa fille Ashley. La fillette marchait désormais. Son traitement montrait des progrès remarquables. « Je voulais te rencontrer, » dit Ashley timidement. « Mon papa dit que tu l'as aidé à être assez courageux pour dire la vérité. » Emma sourit. « Ton papa a toujours été courageux, il avait juste oublié un moment, parce qu'il t'aime tellement. Parfois l'amour nous fait faire de mauvaises choses pour de bonnes raisons. » Ashley sortit un dessin, 2 petites filles se tenant la main sous un arc-en-ciel. « Je l'ai fait pour toi, pour que tu te rappelles que tu as une amie. » Cette nuit-là, Daniel trouva Emma assise près de la fenêtre, regardant les étoiles. « Maman aimait les étoiles, dit-elle. Elle disait que chacune est un vœu que quelqu'un a fait. Certains se réalisent, d'autres non, mais elles brillent toutes pareilles. » « Et toi, quel est ton vœu ?» demanda Daniel en s'asseyant près d'elle. Emma se blottit contre lui. « Avant, je souhaitais avoir un papa. Ce vœu s'est réalisé. Maintenant, je voudrais pouvoir aider les gens sans tomber malade. Mais maman disait que le don ne marche pas comme ça. C'est une question d'équilibre. Ce que tu donnes et ce que tu prends. » « Alors, nous trouverons cet équilibre. » dit Daniel avec fermeté. « Tu n'as pas à guérir tout le monde. Tu n'as pas à porter toute la douleur du monde. » Emma leva vers lui ses yeux sages. « Mais si le monde a besoin que quelqu'un la porte, et si c'est pour ça que je suis là ?» La question resta suspendue, lourde de sens, que ni le père ni la fille ne pouvaient encore comprendre.
2 semaines passèrent, rythmées par les procédures judiciaires et la pression médiatique. Les charges contre Daniel furent officiellement abandonnées, tandis que les preuves du réseau Carlier menèrent à 17 arrestations parmi les élites politiques et économiques de Paris. La corruption était plus profonde qu'on ne l'avait imaginé. Emma se renforçait peu à peu, mais restait sous surveillance médicale constante. Son don était désormais de notoriété publique et l'hôpital recevait chaque jour des centaines de demandes de familles désespérées. Daniel les refusait toutes, protégeant la santé de sa fille. Mais Emma avait d'autres idées. Tard un soir, elle se glissa hors de sa chambre et se rendit au service pédiatrique. Daniel la découvrit à l'aube, entourée d'enfants. Elle était pâle, épuisée, mais souriante. Plusieurs petits patients en état critique montraient déjà des signes d'amélioration. « Je devais le faire », dit-elle simplement lorsque Daniel la ramena. « Ils allaient mourir, papa, je les sentais m'appeler. Comment pouvais-je ignorer ça ?» La professeure Rodriguez était furieuse, mais aussi émerveillée. 3 de ses enfants souffraient de pathologies mystérieuses sans traitement connu. À présent, ils répondaient aux thérapies classiques. Ce qu'elle fait, expliqua la professeure Rodriguez, c'est comme si elle réinitialisait les corps, leur donnant une nouvelle chance de guérir naturellement. Mais ça la tue, dit Daniel sèchement. Pas mourir. Différente, corrigea Emma. Maman me l'avait expliqué avant de mourir, le don te change, tu deviens moins humaine et plus autre chose, un pont entre ce qui est et ce qui pourrait être. Cet après-midi-là, un visiteur inattendu arriva, Vincent Carlier, en uniforme de prisonnier et menotté, escorté par les surveillants pénitentiaires. Daniel faillit refuser de le voir, mais Emma insista. « Je suis différent maintenant », dit Carlier, regardant Emma avec presque de la révérence. « La colère est partie. Pendant 20 ans, je n'ai été que rage, et soudain, plus rien. Qu'as-tu fait de moi ?» Je n'ai rien fait, répondit Emma calmement. Tu as choisi de lâcher prise. Moi, je t'ai juste montré que tu le pouvais. Carlier sortit une enveloppe froissée. C'est pour toi. Catherine, ma femme, l'avait laissée à son infirmière pour Sarah Moreau. Mais Sarah est morte avant que je puisse la lui remettre. Je crois qu'elle te l'a destinée. Emma ouvrit la lettre, les mains tremblantes. Dans une écriture élégante, Catherine Carlier avait écrit « Chère Sarah, tu m'as proposé de me guérir, mais j'ai choisi de mourir, non par désespoir, mais par espoir. L'espoir que ma mort rompe enfin les chaînes de haine que mon mari s'était enroulées autour de lui. Tu avais compris. Tu disais que le sacrifice né de l'amour est la médecine la plus puissante. Prends soin de ta fille. Elle héritera de plus que ton don. Elle héritera du poids du choix. Qui sauver? Qui laisser partir? C'est un fardeau terrible pour un enfant. Mais parfois les enfants voient plus clair car ils n'ont pas encore appris à détourner le regard. Dis-lui que Catherine Carlier a choisi sa propre fin. Dis-lui que certaines personnes doivent tomber complètement pour pouvoir se relever. Mon Vincent devait tout perdre pour se souvenir de l'essentiel. Ta fille a été son catalyseur. Je l'ai vue en rêve la nuit avant ma mort. Une petite fille aux yeux verts se tenant dans un tribunal et disant la vérité au pouvoir. Remercie-la pour moi, pour avoir donné un sens à ma mort. Emma replia soigneusement la lettre. Elle savait que Madame Carlier avait pressenti toute la suite. Impossible, souffla Daniel, mais sa voix manquait de conviction. Après tout ce qu'il avait vu, le mot impossible avait perdu sa valeur. Cette nuit-là, le juge Henri Michel appela la voix urgente. Rebecca a trouvé quelque chose dans mes anciens dossiers médicaux. La nuit de mon accident, le secouriste était l'assistant du docteur Morrison, celui qu'Emma a nommé. Il m'a injecté quelque chose, l'hôpital n'en a aucune trace. Un agent paralysant, dit Emma, bien qu'elle n'ait pas suivi l'appel. Temporaire au début, mais combiné au traumatisme psychologique et au dossier falsifié, c'est devenu permanent. Ton corps a cru ce que ton esprit pensait. La voix du juge se fit sombre. Nous devons exhumer le corps de Morrison. S'il a été assassiné, il l'a été, coupa Emma, mais pas par Carlier, par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est encore là, qui observe, qui attend. Un frisson parcourut Daniel. Qui? Le visage d'Emma pâlit. Je ne sais pas, quand j'essaye de les voir, tout devient noir, comme s'ils étaient cachés derrière quelque chose, protégés. Maman en avait parlé une fois. Elle les appelait les bergers, des gens qui pensent pouvoir décider de l'avenir de l'humanité en contrôlant son présent. L'agente Monica Rivière, qui écoutait, intervint. Nous avons entendu des rumeurs, un groupe au-dessus des gouvernements, au-dessus des lois. S'ils existent, s'ils sont impliqués, c'est plus grand que Paris, c'est mondial.
Emma hocha lentement la tête. Ils ont peur des gens comme maman et moi, nous voyons à travers leurs mensonges, nous pouvons réparer ce qu'ils détruisent. C'est pour ça que le docteur Morrison devait mourir, il allait les exposer. Un silence pesant tomba. Ils avaient dévoilé une conspiration pour en découvrir une bien plus vaste. Daniel serra Emma contre lui. Ils ne te toucheront pas, je m'en assurerai. Mais Emma le regarda avec une tristesse lucide. Tu ne peux pas me protéger de ce qui arrive, papa. Personne ne le peut. Les Bergers préparent ça depuis des années. Carlier n'était qu'un test. Ils voulaient voir s'ils pouvaient contrôler la justice. Ils y sont parvenus jusqu'à ce que j'intervienne. La révélation changea tout. En quelques heures, Daniel fit transférer Emma dans une résidence sécurisée hors de Paris, engagea des agents privés pour leur protection et liquida une partie de ses biens pour financer leur sécurité. Mais Emma semblait étrangement calme face au danger. Fuir ne servira à rien, dit-elle en s'installant dans la maison sécurisée. Les bergers ne sont pas comme Monsieur Carlier, ils n'utilisent pas la violence, ils utilisent l'influence. Ce sont des médecins, des enseignants, des dirigeants, des gens en qui l'on a confiance. 3 jours plus tard, l'agent Rivière arriva avec une nouvelle alarmante. La professeure Rodriguez a disparu. Sa voiture a été retrouvée abandonnée. Aucune trace de lutte. Et Daniel, toutes ses recherches sur Emma ont disparu. Emma ferma les yeux, se concentra. Elle est vivante. Ils ont besoin d'elle. Ils veulent comprendre comment fonctionne le don. Ils pensent que s'ils peuvent le reproduire, ils pourront le contrôler. Est-ce possible ? Demanda Rivière. Non, dit Emma fermement. Le don choisi, on ne peut pas le forcer, ni le voler. Maman avait essayé de l'expliquer aux scientifiques avant. Ils n'ont jamais compris. Ce n'est pas dans le sang, ni dans le cerveau, c'est dans le choix de souffrir pour les autres. Cette nuit-là, Emma se réveilla en hurlant. Daniel accourut dans sa chambre. Elle brûlait de fièvre délirante. Ils lui font du mal, halta-t-elle à la professeure Rodriguez. Ils testent, ils essaient de lui arracher le don, mais elle ne l'a pas. Où est-elle ? Exigea Daniel. Les yeux d'Emma roulèrent en arrière, son petit corps convulsant. Sous terre, une vieille station de métro, abandonnée, sous les bâtiments gouvernementaux. Ils y sont depuis des décennies, à observer, à attendre. Rivière mobilisa immédiatement une opération. Mais quand les équipes atteignirent les lieux, elles les trouvèrent vides. Seule la professeure Rodriguez gisait inconsciente mais vivante. Les murs étaient couverts d'archives remontant à 50 ans, photographies, dossiers, rapports, chaque personne ayant montré des capacités de guérison, chaque rémission inexpliquée, chaque miracle, tous identifiés, suivis, étudiés. Ce qu'ils m'ont fait, balbutia la professeure Rodriguez en se réveillant à l'hôpital, les souvenirs en fragments. Ils n'arrêtaient pas de poser des questions sur Emma, sur la façon dont son cerveau fonctionnait, sur la façon dont elle savait des choses. Ils avaient une technologie que je n'avais jamais vue, des scanners cérébraux qui semblaient lire les pensées. Ils disaient que l'humanité était à un carrefour, que des personnes comme Emma étaient soit l'évolution, soit l'extinction. Malgré les protestations de son père, Emma insista pour voir Rodriguez. Quand leurs mains se touchèrent, la fillette halta. Ils t'ont marqué. Il y a quelque chose dans ton sang, un traceur, il te regarde à travers ça. Rivière ordonna immédiatement des analyses sanguines complètes. Et ils le trouvèrent, des microtransmetteurs, une technologie au-delà de toute compréhension médicale actuelle. Les implications étaient terrifiantes. Combien d'autres avaient été marqués ? Depuis combien de temps les Bergers observaient-ils ? Ce soir-là, le juge Michel appela avec une découverte inquiétante. J'ai repris mes anciens dossiers et j'ai trouvé des schémas remontant à des décennies. Acquittement inexpliqué, preuves disparues, témoins changeant subitement de témoignage. Les bergers manipulent le système judiciaire depuis des générations. Marcus Carlier, désormais libéré sous probation, ajouta une pièce au puzzle. Mon grand-père les avait évoqués une fois. Il était ivre, divagant sur les hommes qui dirigent vraiment le monde. Il disait qu'ils n'étaient pas mauvais, seulement pragmatiques. Il croyait que l'humanité avait besoin de guides comme des moutons ont besoin de bergers. Emma écouta tout cela avec une tristesse croissante. Ils n'ont pas tort sur un point, l'humanité est à un carrefour. Des personnes comme maman et moi deviennent plus nombreuses. Évolution ou extinction, comme l'a dit la professeure Rodriguez, les Bergers veulent décider quel chemin nous prendrons. Et toi, quel chemin choisis-tu ?
demanda Daniel. Emma regarda par la fenêtre, les yeux fixés sur les étoiles. Ni l'un ni l'autre. Un troisième chemin, celui où nous choisissons ensemble au lieu qu'on choisisse pour nous. Mais c'est le chemin que les bergers craignent le plus, que les gens fassent leur propre choix, même s'ils sont mauvais. Le lendemain matin, un colis arriva à la maison sécurisée. Pas de cachet, pas de traces de livraison. À l'intérieur, une simple photographie. Sarah Moreau tenant dans ses bras la petite Emma entourée d'hommes et de femmes en blouse blanche. Au dos, une élégante écriture. Nous observons depuis avant sa naissance, le don n'a jamais été aléatoire. Dimanche, midi, jardin du Luxembourg, viens seul ou tout le monde souffrira. Ouah! Les mains de Daniel tremblaient de rage. Il savait tout depuis le début. Il savait pour Emma. Emma toucha la photo, le visage blême. Maman savait aussi, elle me cachait d'eux. C'est pour ça qu'elle ne t'a jamais parlé de moi, papa. Elle pensait que la distance me protégerait. Je ne te laisserai pas aller à ce rendez-vous, dit Daniel d'une voix ferme. Mais Emma secoua la tête. Ce n'est pas moi qu'ils veulent te rencontrer, c'est toi. Ils veulent t'offrir quelque chose, un choix, les rejoindre ou tout perdre. Comment le sais-tu? Parce que, dit Emma doucement, l'un d'eux est quelqu'un que tu connais, quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un qui a guidé ta vie sans que tu t'en rendes compte. La réunion n'est pas une menace, c'est un recrutement. La pièce se glaça. Les Bergers n'étaient pas de lointains ennemis. Ils étaient des amis, des collègues, des mentors. Ils étaient partout. Daniel regarda sa fille, cet enfant impossible qui voyait la vérité là où les autres ne voyaient que des mensonges. Alors nous irons ensemble, quoi qu'il veuille, nous l'affronterons ensemble. Emma sourit tristement. C'est ce sur quoi ils comptent. Ton amour pour moi est leur levier. Mais papa, certaines batailles ne se gagnent pas avec de l'amour, certaines exigent un sacrifice. Non, dit Daniel avec force, plus de sacrifice. Ta mère a déjà trop donné. Toi aussi. Si les bergers veulent une guerre, ils l'auront. Le dimanche arriva, gris et froid. Malgré l'insistance de Daniel pour être escorté, Emma le convainquit qu'il devait aller seul. Les bergers ne font pas de menaces en l'air, dit-elle. Si nous amenons du renfort, des innocents mourront. De braves gens. Le jardin du Luxembourg était presque désert, l'air glacial de l'automne tardif tenant les passants à l'écart. À midi pile, une silhouette familière s'approcha du banc désigné. Le sang de Daniel se glaça. Richard Blackwood, son mentor, l'homme qui avait guidé sa carrière pendant 15 ans, avançait vers eux avec un sourire triste. « Bonjour Daniel, bonjour Emma ». Richard s'assit avec soin, son manteau impeccable malgré le banc humide. J'imagine que vous avez des questions. Tu es un berger, dit Daniel, la voix creuse. Tu as contrôlé ma vie. Guidé, corrigea Richard. Ce n'est pas la même chose. Chaque choix t'appartenait. Nous nous contentions d'arranger les options. Emma planta sur lui ses yeux verts perçants. Tu as tué ma mère. Le masque de Richard se fissura. La mort de Sarah était malheureuse, mais nécessaire. Elle avait refusé de nous rejoindre. Son don incontrôlé était dangereux. Elle guérissait des gens qui étaient destinés à mourir, bouleversant des destins qui devaient rester inchangés. Destinés à mourir. La rage de Daniel débordait. Et qui décide ça ? Nous, dit Richard simplement. Depuis 300 ans, les bergers ont empêché 13 guerres, stoppé 4 pandémies et guidé l'humanité à travers chaque grande crise. Nous ne sommes pas des monstres, Daniel, nous sommes des jardiniers. Nous élaguons l'arbre de l'humanité pour qu'il pousse fort. Emma secoua la tête. Vous avez peur de perdre le contrôle. Des gens comme maman et moi prouvent que le destin n'est pas fixé, que les miracles ne se gèrent pas à pas. C'est pour ça que vous l'avez tué. Richard sortit une tablette montrant des scanners médicaux. Le cerveau de ta fille évolue, Daniel. Dans 3 générations, des gens comme elle seront nombreux. L'humanité changera fondamentalement. Les bergers veulent s'assurer que ce changement soit contrôlé, bénéfique. Rejoins-nous, aide-nous à guider cette transition. Et si je refuse, alors Emma viendra avec nous malgré tout, dit Richard froidement. Mais elle est trop dangereuse pour rester libre. Son don attire déjà d'autres comme elle. Ils sont attirés par elle, comme des papillons vers la flamme. Dans 6 mois, dit Richard Blackwood, elle mènera un mouvement qu'elle ne comprendra même pas.
Emma se leva brusquement. « Vous vous trompez sur un point, monsieur Blackwood. Maman n'a jamais refusé de vous rejoindre. Elle a fait semblant. Elle rassemblait des preuves, documentait tout. Elle les a cachées là où vous n'auriez jamais pensé chercher. » Le visage de Richard se décomposa. « Impossible. Nous avons tout fouillé. » « Vous avez fouillé le monde physique, » répondit Emma. « Mais maman a caché la vérité dans le seul endroit que vous ne pouviez pas atteindre, dans la mémoire des enfants qu'elle avait guéris. Chacun d'eux porte un morceau du puzzle. Quand ils se souviennent d'elle, ils se souviennent aussi de ce qu'elle savait. Eh bien, à travers le jardin du Luxembourg, des silhouettes commencèrent à se rassembler, pas des passants au hasard, mais des personnes bien précises. Daniel en reconnut plusieurs de l'hôpital, des enfants qu'Emma avait aidés, des familles que Sarah avait touchées. Ils formèrent un cercle silencieux observant. Maman appelait cela le réseau, continua Emma. Des personnes liées par la guérison, par la vérité. Vous ne pouvez pas les contrôler parce qu'ils ont été touchés par quelque chose qui dépasse votre compréhension. L'amour sans condition. Le sacrifice sans récompense. Richard se leva, la main glissant vers sa poche. C'est inacceptable. Les bergères sont finis. La voix du juge Henri Michel retentit alors. Il avançait vers eux, sans canne ni déambulateur, suivi de l'agent Rivière et de plusieurs officiers de la police judiciaire. Nous avons tout, le témoignage de Sarah Moreau, caché dans les souvenirs récupérés de 17 enfants. Des noms, des dates, des crimes couvrant des décennies. Richard éclata d'un rire amer. Vous ne pouvez pas nous arrêter, nous sommes le système. Juges, sénateurs, présidents, tous nous doivent des comptes. Plus maintenant, dit Rivière en levant son téléphone, cette conversation est diffusée en direct. Tous les grands médias, toutes les plateformes sociales, tous les canaux. Le monde entier vous regarde, Richard. Autour d'eux, des centaines de téléphones étaient levés, filmant tout. Les familles aidées par Sarah, les enfants guéris par Emma, tous témoins. Le masque de Richard se fissura enfin. Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait. Sans les bergers, l'humanité s'auto-détruira. Nous étions la seule barrière entre la civilisation et le chaos. Emma s'approcha, sa petite main tendue. Non, vous étiez le mur entre l'humanité et son potentiel. Les gens sont capables de plus que vous ne croyez. Ils peuvent choisir le bien sans y être forcés. Ils peuvent guérir sans être contrôlés. Elle toucha la main de Richard, il haleta, pendant un instant, il vit ce qu'elle voyait, le potentiel de l'humanité, sa capacité à la fois pour les ténèbres et pour la lumière, la beauté du libre choix, la puissance des miracles non gérés, des larmes jaillirent de ses yeux. Sarah elle savait que ce jour viendrait, elle l'a vu en mourant, une petite fille renversant un empire avec rien d'autre que la vérité. Emma hocha la tête. Elle a aussi vu votre avenir, monsieur Blackwood. Vous avez un choix, nous aider à démanteler les bergers pacifiquement ou les voir s'effondrer dans la violence. Dans les deux cas, c'est fini aujourd'hui. Richard regarda autour de lui, la foule rassemblée, les agents, les caméras. 3 siècles de contrôle s'achevaient parce qu'une fillette de 7 ans avait refusé d'être contrôlée. « Je coopérerai, dit-il dans un souffle, que Dieu nous aide, mais je coopérerai. » 6 mois plus tard, le monde avait changé d'une manière qu'aucun analyste n'aurait pu prédire. L'exposition des bergers avait déclenché un séisme dans chaque gouvernement, chaque institution. Des centaines de figures puissantes démissionnaires furent arrêtées ou disparurent. Mais Emma avait eu raison, l'humanité ne sombra pas dans le chaos. Au contraire, quelque chose de remarquable arriva. Les gens commencèrent à choisir autrement. Les procès se succédèrent, avec le juge Michel président, bon nombre d'entre eux. Son expérience personnelle d'avoir été manipulé faisait de lui l'arbitre idéal. Le témoignage de Richard Blackwood s'avéra crucial, exposant des siècles de manipulation. Mais la véritable victoire ne se jouait pas dans les tribunaux, elle se trouvait dans les miracles silencieux qui commencèrent à fleurir partout. Des enfants comme Emma sortirent de l'ombre. Des familles, qu'on avait réduites au silence, osèrent enfin raconter les guérisons inexpliquées. Le réseau que Sarah avait imaginé devint réalité. Emma, malgré sa célébrité, resta concentrée sur la guérison individuelle. Mais Daniel voyait bien le prix que cela lui coûtait. Chaque guérison la laissait un peu plus pâle, un peu plus fragile. La professeure Rodriguez, désormais libérée de l'influence des bergers, la surveillait sans relâche.
Sa structure cellulaire change, expliqua-t-elle un soir à Daniel. Ce n'est pas une détérioration, c'est plutôt une transformation. Elle devient quelque chose de nouveau. Emma, debout dans l'embrasure de la porte, sourit doucement. Maman est passée par la même chose. Elle disait que ce n'était pas mourir, mais grandir, passer d'une forme d'existence à une autre. Je n'accepte pas ça, dit Daniel d'une voix ferme. Il doit y avoir un moyen de préserver ton don sans te perdre. Cette nuit-là, Emma eut une visite en rêve. Sarah se tenait dans un jardin de lumière, belle et entière. Ma courageuse petite, dit-elle en serrant sa fille dans ses bras, tu l'as fait, tu as détruit leur empire de peur. Tu me manques, maman, murmura Emma. Je sais, ma chérie. Mais je ne suis pas partie, je suis seulement différente, et bientôt tu comprendras, le don nous change parce que nous devenons le don, nous cessons d'être des guérisseuses individuelles pour devenir une part de la guérison elle-même. Ton père ne comprendra pas, il comprendra, dit Emma. Quand le moment viendra, il saura. Tu lui as déjà appris que l'amour dépasse les formes, il le sait maintenant. Emma se réveilla et trouva Daniel assis à son chevet, les yeux humides. « Tu rayonnais, dit-il doucement. Dans ton sommeil, tu brillais réellement. Le changement s'accélère, admit Emma. Mais papa, ce n'est pas triste. Je ne meurs pas. Je deviens ce que maman est devenue. Une gardienne, un guide, une lumière pour les autres. » Marcus Carlier vint ce matin-là porteur d'une nouvelle. « Mon père est mort hier soir paisiblement. Il voulait que je te dise, Emma, que ta guérison a fonctionné. Il est parti sans haine en se souvenant de l'amour. Il m'a dit de te remercier. » Emma hocha la tête sans surprise. Il a choisi son moment. Parfois, c'est le plus grand cadeau, choisir comment se termine notre histoire. Vincent avait légué tout son patrimoine pour créer la fondation Sarah Moreau, dédiée à la protection et à la formation d'enfants doués. Le juge Michel en assurerait la supervision, avec Daniel comme président du conseil. Marcus en dirigerait le fonctionnement quotidien. « Le rêve de ta mère, dit Daniel à sa fille, un lieu sûr pour les enfants comme toi. » Au fil des semaines, Emma devint de plus en plus translucide, pas invisible, mais comme si elle appartenait déjà à un autre monde. Pourtant, elle semblait plus heureuse que jamais, en paix. La veille de ce qui allait tout changer, Emma réunit autour d'elle ceux qui avaient partagé leur chemin, le juge Michel et sa fille Rebecca, Marcus, l'agente Rivière, le procureur Whitman et sa fille Ashley, la professeure Rodriguez et même certains anciens Bergers qui s'étaient sincèrement réformés. « J'ai besoin que vous compreniez, dit-elle d'une voix douce, mais qui portait. Ce qui arrive demain n'est pas une fin, c'est un commencement. Le don que maman m'a transmis, je le transmets à mon tour, pas à une seule personne, mais à vous tous. Chacun de vous portera une part de lui, la capacité de voir la vérité, de guérir les cœurs, sinon les corps. De choisir l'amour plutôt que la peur. » Elle toucha chacun d'eux et tous ressentirent quelque chose, une chaleur, une certitude, une connexion à quelque chose de plus grand. Ashley Whitman s'exclama « Je sens la lumière de chacun. Voilà le vrai don. » expliqua Emma, pas de guérir des corps, mais de relier des âmes. Les bergers ont essayé de contrôler l'humanité en nous gardant séparés, apeurés, mais reliés, conscients de notre lumière partagée, nous sommes invincibles. Cette nuit-là, Daniel serra sa fille dans ses bras alors qu'elle devenait de plus en plus légère. « Je ne te perdrai pas, dit-il fermement, tu me l'as promis. » Emma sourit, sa forme miroitante. « Et je tiens mes promesses, papa. Chaque fois que tu aideras quelqu'un, je serai là. Chaque fois que tu choisiras l'amour plutôt que la peur, tu me sentiras. Chaque fois que quelqu'un se souviendra que les miracles sont possibles, j'existerai. » À l'aube, le corps d'Emma se dissout en pure lumière, mais au lieu de disparaître, cette lumière se répandit, touchant tous ceux qui avaient été guéris par elle ou par Sarah. À travers le monde, des gens se réveillèrent avec une nouvelle conscience, un lien les unissant au-delà des distances. Daniel resta debout dans la chambre vide de sa fille, les larmes coulant sur son visage, mais sur l'oreiller reposait une note, écrite de sa main soigneuse. « Papa, cherche-moi dans chaque acte de bonté, chaque moment de courage, chaque choix de guérir plutôt que blesser. Je ne suis pas parti, je suis partout. L'amour existe. C'est tout ce que tu dois savoir. Ta fille pour toujours, Emma. » Le juge Michel trouva Daniel là 1 heure plus tard. « Elle est vraiment partie ?» Daniel secoua la tête. « Non, elle a tenu sa promesse. Elle est toujours là, différente, mais là, tu ne le sens pas. » Et Michel le sentit. Tous le sentirent. Le don d'Emma ne s'était pas éteint avec sa transformation. Il s'était multiplié, se répandant à travers tous ceux qu'elle avait touchés. Les bergers avaient essayé de contrôler l'évolution de l'humanité.
Mais Emma et Sarah avaient choisi une autre voie, pas le contrôle, mais la connexion. Pas la gestion, mais les miracles. Pas la peur, mais l'amour. Le monde ne serait plus jamais le même.